Bonsoir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Pardon d'être en retard, circonstances atténuantes au départ. Mais j'apprécie beaucoup de pouvoir discuter sur Charlie, sur le terrorisme, sur la guerre ici à Roubaix. C'est vrai que quand on arrive, j'étais jamais venu à Roubaix, quand on arrive comme des essais, on a l'impression d'être quelque part en guerre, et en guerre économique, et avec beaucoup de victimes. Et je crois qu'on est au cœur du lien entre les problèmes d'ici et les problèmes de là-bas. Parce que la guerre n'est pas seulement contre des populations lointaines, elle est aussi contre nous. Et en écoutant Saïd, je me disais effectivement, cette affaire de l'attentat contre Charlie, comme elle a été présentée dans les médias, elle était incompréhensible. Et comme toujours dans les médias, on a des faits, une partie des faits, et de préférence le sensationnel, une autre partie des faits est mise de côté. Par exemple, les frères Kouachi ont l'air de tomber du ciel. En réalité, ils ont été armés, formés militairement, endoctrinés par M. Fabius et ses amis, qui ont envoyé pendant 3 ans des milliers, dizaines de milliers de frères Kouachi faire encore pire qu'à Charlie, en Syrie et en Libye. Donc, les médias ne voulant pas parler de ça, nous présentent les choses de façon incompréhensible, et alors on a une explication très simple et habituelle, c'est des monstres. Voilà. Circuler, il n'y a rien à comprendre, c'est des monstres. Ils sont pas comme nous, et c'est typique des médias sur tous les sujets importants, le pourquoi manque. Il n'y a pas de débat possible, et pourtant, c'est ça qui nous intéresse. Si on veut éviter que ça recommence, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je disais, il y a un lien avec la guerre, puisque les frères Kouachi ont été formés par nos gouvernements, avec Votax, entre parenthèses, pour aller faire la guerre contre un gouvernement qui dérangeait les multinationales des États-Unis, de France et d'ailleurs. Donc, la question de la guerre pose un problème. Dans le temps, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a eu presque toujours un mouvement populaire, un mouvement des travailleurs contre la guerre. Il y avait des grèves de dockers qui refusaient d'embarquer les armes, il y avait des sabotages, il y avait des soldats qui refusaient de commettre des actes indignes. Et ce mouvement anti-guerre, il est où là? Qui l'a vu? Ça a disparu. Pourtant, il y a une dizaine d'années à peu près, en 2003, nous étions encore des millions à manifester en Europe contre la guerre de Bush et de Blair en Irak. Il faut dire qu'ils n'avaient pas été très malins, leur emballage était raté, et la guerre, ça se voyait vraiment, c'était une guerre dégueulasse pour le pétrole, et donc, il y a eu un mouvement énorme. 12 ans après, même tout de suite après, ce mouvement s'est évaporé. Guerre contre la Libye, le Mali, la Syrie, l'Ukraine, Palestine, il n'y a pas de manif, tout simplement. La question c'est pourquoi? Et justement, Saïd faisait référence à la lutte des dominés contre les dominants, à la lutte des classes sociales. Et quand on est là aujourd'hui en 2015, on a les yeux bloqués sur simplement ce qui se passe maintenant en 2015. Il n'y a pas de mouvement anti-guerre, il n'y a plus du mouvement antiraciste large. Question syndicale, lutte économique, c'est pas top. Donc, le désespoir. Mais si on regarde l'évolution des luttes, en réalité, ça a toujours été comme ça, avec des hauts et des bas.
Donc la seule question, c'est de comprendre pourquoi c'était plus haut avant et pourquoi c'est pas maintenant, pour comprendre comment il faut faire en sorte que ça remonte. Et là, je crois que, oui, la lutte de classe connaît des cycles. Il y a des périodes où les dominants tremblent, il y a des périodes où ils servent le champagne et ils estiment qu'ils ont gagné sur tous les plans et ils étalent leur richesse de façon insolente. En fait, je crois qu'on est dans un creux, déjà plus tout à fait, mais quand même, on est dans un creux qui a commencé dans les années 80. Avec Reagan et Thatcher qui font passer des mesures néolibérales qui commencent à attaquer la sécurité sociale, à attaquer la résistance des syndicats. Moi, je me souviens, en 84-85, j'ai été suivre comme reporter la fameuse grève des mineurs britanniques, qui est une des plus grandes luttes de classe qu'il y a eu en Europe après la guerre. Et c'était vraiment la guerre. Au point de vue militaire, c'était très impressionnant ce que Thatcher avait envoyé pour briser les syndicats. Ça a été vraiment la guerre et malheureusement les mineurs, malgré qu'ils étaient héroïques, ont perdu parce que les syndicats britanniques, une partie a soutenu, une autre a trahi, et en Europe il y a eu de la solidarité, mais minoritaire. Dans cette période-là, vous avez Madame Thatcher qui lance avec une arrogance extraordinaire son slogan « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Le capitalisme a triomphé, vous devez vous soumettre. Et ça a un grand impact sur les partis de gauche, et même dans les syndicats, et aussi dans le monde intellectuel. Vous avez à ce moment-là un théoricien qui s'appelle Tony Negri, complètement illisible, d'ailleurs, je ne vais pas essayer d'aller voir, c'est le genre qui emploie spécialement le maximum de mots compliqués pour que ça ait l'air très sérieux. Mais en réalité, son message est très simple. On ne peut rien faire contre l'Empire, ils ont gagné, ils sont trop forts, donc il faut juste penser à son petit bonheur tranquille, soi-même, individuellement, là où on est. Tony Negri, il écrit ça à ce moment-là, donc il accepte la victoire du capitalisme, mais c'est typiquement l'ethnocentrisme du Nord, c'est-à-dire on ne voit que les peuples du Nord, parce qu'au moment où il écrit ça, il y a Hugo Chavez qui commence en Amérique latine à déclencher le drapeau de la colère, des réformes sociales, Evo Morales et les autres vont suivre. Donc au moment où il écrit toutes ces stupides théories, l'Amérique latine est en train de montrer qu'il y a très bien moyen de lutter, d'obtenir des victoires, et aussi toute l'Amérique latine va s'opposer à ces guerres de l'Europe et des États-Unis. Donc, on va avoir, je le disais en 2003, des manifs formidables contre la guerre en Irak. Le problème, c'est que ce sont tous les jeunes, c'est le début du mouvement des Alignés, en fait, en 2000, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre, ça va complètement retomber. Parce que, en fait, le mouvement anti-guerre, le vieux mouvement anti-guerre qu'il y avait avant, qui devrait encadrer ça, qui devrait le structurer, qui devrait le préparer pour les autres guerres qui, clairement, vont arriver, ce mouvement a complètement disparu. Pire, des gens qui se disent pour la paix soutiennent les guerres de l'OTAN et appellent à faire la guerre de l'OTAN pour les prétextes humanitaires que Saïd vient de vous montrer, et soi-disant pour les femmes, pour les minorités, pour la religion, pour la paix, contre le terrorisme, tout ce que vous voulez. Et le problème n'est pas que ces gens utilisent des prétextes et des slogans, ça a toujours été fait, on a toujours vendu une guerre comme on vend un dentifrice. Le problème, c'est que en face, il n'y a rien, il n'y a pas de résistance, il n'y a plus personne, on capitule. Et ça, c'est le problème que nous avons encore aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de manif anti-guerre? Pourquoi il n'y a pas de manif anti-colonial? Pourquoi on est divisé et faible face à Israël? Parce que ceux qui devraient prendre les responsabilités marchent avec la guerre, marchent avec l'OTAN, avec Hollande, avec Sarkozy, avec Fabius. Et toujours en faisant une petite critique secondaire, bien entendu, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais dans les faits, ils approuvent ces guerres contre les peuples du Sud. Et là, la question c'est pourquoi ce qu'on peut appeler une trahison? Je vois trois raisons. La première, le copier-coller face aux médias. On sait quand même qu'à chaque guerre, on nous ment. Les gouvernements, les militaires, les médias, chaque guerre est vendue avec des médias mensonges, avec des prétextes,
avec des atrocités qu'on invente, où on va chercher des images de la guerre précédente et on les balance ici, ou ce qu'un camp a fait, on dit que c'est l'autre, et des trucs comme ça. On sait ça. Vous discutez dans la rue avec les gens, ils vous disent les médias, oui, les journalistes, ok, on sait ça. N'empêche que tous les médias, à chaque guerre, et le mouvement anti-guerre et la grande partie de la gauche, je ne parle pas de Hollande, hein, je parle de ces gens qui se disent de gauche, la grande partie recopie les médias sur les guerres en disant oui, il faut faire quelque chose, il y a cette atrocité, il y a ce dictateur, etc. Il faut faire quelque chose. Donc c'est se copier-coller face aux médias. Un deuxième problème de cette gauche pro-guerre, c'est qu'ils avalent aussi le thème « Oui, mais ce sont des dictateurs en face de nous, donc il faut apporter la démocratie là-bas. » Et là, c'est aussi ce que j'appelais l'européocentrisme, l'Europe, le modèle démocratique qui doit donner des leçons au monde entier, qui doit imposer la démocratie à coup de bombe ou à coup d'État et de renversement de gouvernement. Et cette croyance que nous, États-Unis et Europe, on apporte la démocratie quelque part, ça, c'est une croyance absurde. Parce que, qu'est-ce qu'on aide en faisant la guerre? On aide les multinationales à mieux contrôler le pétrole, les minerais, les zones stratégiques et à briser les peuples qui résistent. On aide les multinationales. Mais comment est-il possible de dire que la dictature de 200 multinationales sur le monde, sur ses richesses et sur ses populations, ça, ce serait la démocratie? On sait quand même bien que ce sont les multinationales qui financent, imposent, installent, protègent les pires dictateurs en Afrique et ailleurs. On sait ça, les faits sont là, avec la complicité du gouvernement. Donc comment est-ce qu'une gauche qui se dit de gauche, pas comme Hollande, peut dire oui, mais il faut défendre la démocratie? Quand Obama, Sarkozy, Hollande, Fabius et compagnie vont faire la guerre quelque part, ce n'est pas pour la démocratie, c'est contre la démocratie. Parce qu'une véritable démocratie à l'échelle planétaire, c'est de dire les Africains disposent de leurs ressources naturelles pour sortir de là, pour développer l'éducation, les soins de santé et un travail. Les Arabes avec le pétrole, la même chose. Faire comme font Chavez et Evo Morales en Amérique latine. Le pétrole, les autres ressources, le travail des gens, ça doit servir à éliminer la pauvreté. Ça, c'est démocratique. Mais quand on fait la guerre pour amener la démocratie en Irak, vous avez vu les résultats extraordinaires, en Libye, vous avez vu les résultats extraordinaires, en Syrie, et je peux continuer, on n'est pas du tout là pour la démocratie. Parce que quand il y a un bon président ou premier ministre dans un de ces pays qui est démocratique, qui fait participer sa population et qui réalise des bonnes choses, on le renverse et on met un fasciste à sa place. Donc, on n'est pas du tout dans la lutte pour la démocratie, on est dans une lutte contre la démocratie, contre le fait que les populations puissent disposer de leurs richesses pour s'en sortir et créer un avenir pour leurs enfants. Et donc ça, c'est vraiment tromper les gens que de dire oui, il faut agir contre un dictateur. Le centre de la dictature mondiale, il est ici, à Washington, à Paris, à Bruxelles, à Londres. Il est là, le centre de la dictature mondiale. C'est là qu'il faut avoir le courage de se battre contre ces gens et d'arrêter leur rêve de dominer le monde entier. Donc, le troisième problème de cette gauche pro-guerre, c'est qu'en fait, elle n'a aucune stratégie, aucun plan, aucun programme pour mettre fin au colonialisme. Parce qu'on nous dit que le colonialisme c'est fini, non. On est toujours dans le colonialisme. Les décisions importantes qui concernent des millions et des millions d'enfants africains, arabes, latinos, asiatiques, elles ne se prennent pas dans leur pays, elles ne se prennent pas dans les gouvernements, ni dans les parlements, ni dans les comités populaires, elles se prennent à la bourse ici, à la bourse à Paris, à Londres, à Francfort et à New York. C'est là qu'on n'est pas dans la démocratie avec ça, on est toujours dans le colonialisme avec simplement des habillages. Et donc, c'est ça le problème de cette gauche pro-guerre qui est notre obstacle ici pour une lutte
progressiste. Son problème, c'est copier-coller des médias, avaler le mythe, on se bat pour la démocratie, et en fait, accepter le colonialisme. C'est toujours le vieux pessimisme et défaitisme. Je parlais de Tony Negri, mais après d'autres exemples. C'est toujours là, ils sont trop forts, il faut s'en accommoder, il faut essayer d'arranger des petits trucs sur les coins. Non, on est face à un système qui provoque la mort d'un gosse dans le monde toutes les 5 secondes, alors qu'il serait très facile de le sauver. Mais on ne veut pas, parce qu'on veut que la distribution injuste et inégale des richesses continue. On veut que les multimilliardaires en aient encore plus, et la seule façon de le faire, c'est que les autres crèvent de faim et soient obligés de travailler pour le salaire qu'on voudra bien leur donner. C'est ça l'enjeu. Ok, on est toujours dans le colonialisme, et c'est ça le problème qu'on a avec cette gauche pro-guerre, c'est qu'elle nous empêche de lutter. Il va falloir avoir un débat franc, ouvert, honnête, mais sans concession, sur est-ce que vous marchez avec les forces de la guerre ou est-ce que vous marchez avec les peuples du Sud. Et c'est dramatique de voir que les partis et organisations qui se disent de gauche, qui devraient être là pour donner un espoir aux gens ici à Roubaix et partout, pour leur donner un espoir, oui la situation est terrible, mais on sait comment se battre et on est prêt à le faire et on va arriver, on va avoir des victoires petit à petit et on va être solidaire de tous les gens dans le monde entier qui mènent le même combat. Et ça, on n'a pas du tout. On a une gauche qui démissionne, qui dit la guerre c'est la paix, qui dit la dictature c'est la démocratie, et le colonialisme c'est bien, on l'accepte. Donc c'est évidemment le comble. Et c'est grave parce que on s'étonne après, et les mêmes gens d'ailleurs se disent oh là là, le Marine Le Pen elle monte, c'est dramatique, avec ses idées d'extrême droite, Soral, Le Pen, tout ça, c'est très populaire, c'est dramatique, on ne comprend pas, comme d'habitude, ils ne comprennent pas, mais c'est logique. La gauche, qui a toujours été, enfin, une partie de la gauche, et qui devrait être à la tête de la lutte contre la guerre, elle démissionne, elle s'en va, elle dit vive la guerre. Alors évidemment, les démagogues d'extrême droite prennent le drapeau qui est tombé par terre et disent nous on est contre la guerre. Ils ne sont pas contre toutes les guerres, et il y a beaucoup de supercherie là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans maintenant, mais c'est une démagogie qui prend, on le voit. Les scores de la gauche sont tristes par rapport à ceux de l'extrême droite en France. Et ça pose la question, Saïd disait, on est maintenant à une guerre tous les 12 mois, bientôt tous les 6 mois, et ça pose la question, comment c'est possible? Il y a 20 ans, le père Bush nous disait, nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de guerre, c'est fini, le capitalisme a triomphé, tout va bien, rentrez chez vous. Pourquoi on a une guerre comme ça tous les 6 mois? Parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie d'une 3e guerre mondiale, qui est déjà non déclarée, mais lancée. C'est une guerre du Nord, des multinationales du Nord contre le Sud. Et donc, toutes ces guerres dont on vient de parler, ce sont les chapitres d'un même affrontement global. La guerre, ça peut d'abord, ça se prépare. 40-45 n'a pas commencé en 40, ça a commencé avant. Et il y a toutes sortes de combats préparatoires. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que là maintenant on a une guerre contre le Sud, mais comme le système capitaliste est dans une crise profonde et que les États-Unis veulent absolument, malgré leur déclin économique et financier, malgré que leur État est en faillite, garder la position de superpuissance mondiale, il y a aussi une guerre non déclarée contre l'Europe, contre l'Allemagne, contre l'idée que l'Allemagne pourrait trouver plus intéressant de s'allier avec la Russie. Et donc s'il y a une alliance de la Chine, de la Russie, des pays du Sud, et que l'Allemagne se dit ah ben c'est peut-être plus intéressant économiquement d'essayer de faire son business avec ces gens-là pour le moment, et c'est ça que les États-Unis veulent empêcher, et c'est pour ça qu'ils provoquent avec une telle agressivité des guerres au Moyen-Orient, au Maghreb et en Ukraine, contre aussi. Et donc là vous avez les éléments de ce qui a déclenché une 1re guerre mondiale. On avait fait une vidéo que certains d'entre vous ont peut-être remarqué sur le site Investigation, 14-18,
on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et on expliquait là, avec quelques interviews et un reportage sur les champs de bataille, ici un peu plus haut, dans le sud de la Flandre, on expliquait justement que c'était une guerre impérialiste pour le partage du monde, pour le partage des richesses, pour le partage de l'Afrique, qui était un enjeu très important, que c'était aussi une guerre de classe, c'est-à-dire pour empêcher le mouvement ouvrier de conquérir le suffrage universel, d'avancer ses combats, et ils avaient la trouille en fait, ils avaient la trouille qui est une révolution ouvrière, et donc c'est intéressant parce que quand Lénine analyse pourquoi la guerre de 14-18 vient d'éclater, 10 millions de morts, je rappelle, et dans cette guerre de 14-18, vous avez l'internationale des partis socialistes et communistes, fondée par Marx, qui sont morts là depuis quelque temps, mais qui continuent, et vous avez l'internationale qui a adopté un slogan admirable, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et quand la guerre de 14-18 est déclenchée, en août 14, qu'est-ce que l'internationale dit? Prolétaires de tous les pays, entretuez-vous. Les socialistes et les communistes, à une toute petite minorité, en France, en Belgique, ailleurs, disent l'ennemi c'est l'Allemagne, tuez les soldats allemands. Bien entendu, en Allemagne, les socialistes et les communistes disent exactement la même chose. Et donc cette trahison va permettre aux capitalistes de faire la guerre, jamais eux-mêmes évidemment, hein, ils restent bien à l'arrière, ils donnent les ordres, et ils font se massacrer les ouvriers, les paysans et la petite bourgeoisie, mais eux ils restent bien à l'abri et ils font des affaires énormes. Et donc cette trahison de la gauche, ça montre l'enjeu de ce dont je viens d'expliquer. C'est pas le problème, c'est pas un problème anecdotique. Il y a des dizaines de millions de morts à cause de cette guerre, et ça a été le cas en 14-18 et en 40-45. Et il y a une chose très intéressante, parce que si on veut parler de ça autour de nous, aux gens qui ne sont pas là, aux gens qu'on côtoie au travail, dans les entreprises, dans les quartiers, partout, si on veut en parler, on sait déjà qu'ils vont vous dire oui, tout ce que tu racontes c'est bien, mais enfin c'est un peu lointain, c'est compliqué pour moi j'ai des problèmes ici, je ne sais pas finir le mois, et donc on s'occupe d'abord de ça. Ça, je pense que vous l'avez déjà tous entendu, et le problème c'est comment on répond à ça. Et le problème justement, c'est d'être capable d'expliquer très concrètement que la guerre qui se mène là-bas, c'est aussi une guerre qui se mène contre les gens d'ici et qu'elle a des conséquences ici. Au moment quand Lénine, je disais, rédige ce bouquin, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, un livre magnifique qui montre que le capitalisme produit la guerre et que la guerre est pour lui simplement une méthode pour se repartager le monde et gagner plus. Et quand il écrit ça, il cite un milliardaire britannique de l'époque qui s'appelle Cecil Rhodes. Et Cecil Rhodes se rend incognito un peu avant la guerre 14-18 dans un cercle ouvrier de gauche à Londres, incognito donc. Et il le raconte après un ami, et ça se met par écrit. Il dit, cette réunion, les gens étaient en colère, ils étaient furieux, et c'était un seul cri, du pain, du pain. Les ouvriers anglais crevaient de faim, parce que les capitalistes les exploitaient tellement qu'il y avait littéralement pas à manger. Et donc Cecil Rhodes explique à son ami, et puis dans ce texte, qu'il y a là un grand danger de ce qu'il appelle une guerre civile, un grand danger d'une révolution, et que la seule manière de détourner ce danger, c'est de détourner la colère de ces ouvriers vers des guerres impériales, de les emmener comme soldats, comme colons, comme paysans, pour aller faire la guerre en Asie et en Afrique, conquérir des terres, soulager toute la frustration des banlieues industrielles, Manchester, Liverpool, Londres et tout ça de la Grande-Bretagne, enlever une partie de la population, si elle se fait tuer, c'est pas très grave, comme ça on aura un peu diminué la soupape, et dit-il, cette réunion d'ouvriers m'a conforté dans l'idée de la nécessité de l'impérialisme, parce qu'à l'époque on n'a pas peur d'employer ce mot-là, il l'emploie comme ça,
m'a conforté dans l'idée de la nécessité de l'impérialisme. L'empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Et donc, il nous fait le lien. Il nous dit, les ouvriers britanniques sont en colère, ils risquent de renverser les capitalistes. La seule façon, c'est que les capitalistes enrôlent les ouvriers pour faire une guerre, comme soldats et puis comme paysans. Comme ça, ils vont se tourner contre les populations du Sud, ils vont les exploiter, on va leur donner des bonnes payes comme soldats ou comme paysans ou comme terres. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dresser les gens contre les autres. Les prolétaires du Nord contre les prolétaires du Sud, et pendant ce temps-là, les capitalistes rigolent. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Et ça, le problème qu'on a. Donc, ça veut dire que quand on explique la guerre aux gens autour de soi, qui peuvent dire, j'en ai rien à foutre, c'est trop loin, etc., il faut être capable de leur expliquer concrètement, très vite, un, qu'on leur ment complètement sur ce qui se passe là-bas, et que quand même, ils aident à massacrer des innocents, et à maintenir une population dans la pauvreté, et deux, que c'est une guerre contre eux aussi. Parce que si on fait la guerre, on aide les multinationales à contrôler le monde entier, à contrôler les richesses. Du coup, les gens qui devraient là-bas travailler comme ouvriers ou comme paysans et avoir une vie digne ne peuvent pas à cause des multinationales. Si de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine, on émigre vers l'Europe, c'est pas pour la beauté du climat de Roubaix ou de Bruxelles. C'est parce que vraiment, il n'y a pas moyen de survivre autrement. Donc, si on aide les multinationales à dominer l'ensemble du monde, ils vont pouvoir jouer avec la main-d'œuvre comme ils veulent, comme ils le font, en disant pas de droits pour les immigrés, pas de droits syndicaux, pas de protection. Et c'est pour ça l'islamophobie, la peur de l'autre, c'est des inférieurs, ils ne doivent pas avoir les mêmes droits. Mais en même temps, on en a tout à fait besoin d'eux. On sait très très bien que l'économie ne pourrait pas tourner sans eux, que la Sécu serait en faillite, qu'avec le vieillissement de la population, le patronat n'arrête pas de dire dans des documents discrets, qui ne sont évidemment pas à la une de la télé, qu'on a absolument besoin des ouvriers, des immigrés, mais il faut évidemment qu'ils aient le moins de droits possible. Donc ça, si on peut le montrer aux gens autour de nous qui sont au chômage, qui sont dans la difficulté, que la guerre des multinationales, c'est une guerre contre les peuples là-bas, mais aussi contre les travailleurs ici, je pense que là, on construit la base d'un travail qui peut être utile, qui est important pour ce que Saïd disait. C'est-à-dire que moi je pense que c'est très très important d'avoir un front des quartiers populaires comme vous faites ici. C'est vraiment la seule manière de changer le rapport de force dont je parlais au début. Il ne faut rien attendre d'en haut, il ne faut rien attendre des structures et des institutions en espérant qu'elles soient meilleures. L'avenir, c'est seulement à vous de le construire. C'est seulement vous qui pouvez le construire par un mouvement à la base, avec, je sais pas, il y a ici près de 200 personnes. Ben, ce qui est important demain, c'est ce que ces 200 personnes vont faire. Pas ce que Saïd et moi on va faire. On va continuer la même chose. On fournit des instruments, on donne des éléments pour militer, pour agir, pour se battre. Mais la seule chose qui peut changer le rapport de force, c'est vous. Et moi, j'insiste énormément avec le collectif Investigation, dont là-bas, debout, mon ami Alex est le rédacteur en chef du site Investigation, et on fera circuler un petit carton pour vous demander votre adresse mail pour recevoir nos informations et contribuer à nous aider à faire l'information. Nous, on insiste énormément sur la bataille de l'info, parce que bon, j'ai commencé en faisant des bouquins montrant que chaque guerre avait été construite sur des médias mensonges et qu'on avait trompé l'opinion. Et ça nous semble une dimension essentielle dans tous les combats sociaux pour la démocratie, contre le racisme et contre la guerre. Pour manipuler les gens, on doit les désinformer. Donc la première bataille, la première porte à ouvrir, c'est l'information. Donc vous allez dire, oui, mais je ne suis pas journaliste. En fait, ce n'est pas une réponse, parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas faire pire que les journalistes des médias traditionnels, et surtout parce que ce n'est pas si compliqué. Je veux dire, avec Internet maintenant, ou avec les papiers qu'on peut s'imprimer et se faire circuler, la bataille de l'information, chacun peut la mener. Ce n'est pas si compliqué. Il y a des critères bien simples pour analyser une info qui passe au journal télévisé, ou dans le métro, ou dans n'importe quelle publication, ou sur Internet.
pour l'analyser et dire oui, non, là, je me méfie, là, on me cache des choses, là, je vais un peu vérifier, je vais demander. Des critères très simples pour repérer ce que je vais appeler les médias mensonges. Et ça, c'est quelque chose à quoi je crois chacun doit s'exercer. Et en tout cas, c'est le travail que nous allons mener par des articles et par des vidéos dans les mois et l'année qui vient. Il y a cette première phase-là, repérer les médias mensonges. Ensuite, s'informer par des articles, des témoignages venant des populations qui sont attaquées. En fait, c'est ça. Il faut donner la parole à d'autres. Il faut donner la parole aux victimes. Il faut donner la parole à ceux qui sont censurés dans les médias. Il faut écouter les différents points de vue et essayer de comprendre où sont les intérêts économiques, financiers, sociaux dans ces guerres. Et c'est pas compliqué. C'est comme dans un polar. La question est très simple. À qui profite le crime? Et quand vous avez ça, vous pouvez très bien comprendre la logique économique et la logique des guerres. Donc je crois qu'on a cette responsabilité de la bataille de l'information et je crois que c'est vraiment la tâche commune qu'on doit faire ensemble parce que Saïd a dit aussi une chose très importante, tout seul on ne peut rien. Mais c'est seulement si on s'organise collectivement qu'on a de la force. Ça veut dire que la bataille de l'info aussi, il faut la faire pas chacun dans son coin isolément, oui, chacun sur le terrain, dans des discussions, mais il faut se grouper pour échanger les informations, les moyens, les tuyaux, les méthodes, échanger les expériences. J'ai donné cet argument, ça n'a pas marché, comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus efficace. Et vraiment, je crois, former une sorte d'armée, de guérilla de la bataille de l'information. Parce que l'information, c'est une guerre. Les guerres ne commencent pas par des bombes, elles commencent par des médias mensonges. Et si l'argent utilise la désinformation pour vendre des guerres et assassiner des gens et maintenir l'injustice, la seule façon dont nous pouvons réagir par rapport à ça, c'est justement de nous organiser pour contrer les médias mensonges, expliquer à qui profitent ces crimes et expliquer qu'il y a un espoir pour l'humanité à condition de se battre ensemble contre le mensonge et contre l'injustice. Je vous remercie.